Où mettriez-vous le prisonnier le plus dangereux de toute l'Amérique? Jusqu'où iriez-vous pour le garder enfermé? Du fil barbelé? Des portes en acier? Des capteurs de mouvement? Des chiens de garde? Des tireurs d'élite? Dans sa cellule, combien de libertés et de nécessités de base pourriez-vous supprimer et réduire tout en le gardant en vie? Quand avez-vous franchi la ligne entre détention et torture? Nous avons tous vu Alcatraz, un énorme bloc de cellules isolé sur une île. Les eaux glaciales comportent des courants vicieux. Même si vous pouviez d'une manière ou d'une autre sortir de votre cellule et de l'île, vous vous noiriez ou seriez jeté contre les rochers avant d'atteindre à mi-chemin le continent. Et si nous vous disions qu'il existe une prison encore plus sévère? Un établissement tristement célèbre pour son inévitabilité totale, où les prisonniers passeront des décennies de leur vie dans les mêmes 2 pièces en béton, ne respirant jamais d'air frais, ne sentant jamais le soleil sur leur visage. Un endroit où vous enverriez l'homme si dangereux que le contact humain est strictement interdit en tout temps. Bienvenue à Florence AdMax, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. Cette prison Supermax a été construite près de Florence, Colorado, pour accueillir le pire du pire. Approchez-vous du site de 37 acres et vous verrez des tours de guet parsemant le paysage. Dans ces tours, outre les guetteurs, vous verrez le soleil scintiller sur les lunettes de fusées de sniper. Sous le sol à vos pieds se trouvent des plaques de pression cachées, balayant la zone, un nombre indéterminé de faisceaux laser, détectant tout type de mouvement. Une équipe de chiens de garde entraînés patrouille continuellement, prêts à poursuivre tout fugitif à l'alerte. Mais avant même de pouvoir utiliser sérieusement le mot « évasion », vous devez considérer ce qui se trouve de l'autre côté des clôtures de fil de 12 pieds de haut qui entourent toute l'installation. Des projecteurs éclairent l'ensemble du lieu jour et nuit. La majorité du terrain est surveillée par des détecteurs de mouvement. Les zones hors de leur portée sont couvertes par un large réseau de caméras de sécurité, toutes contrôlées à distance. Il n'y a pas de fenêtres externes par lesquelles s'échapper, du moins aucune plus grande que quelques centimètres et tout aussi épaisse. Il serait préférable de sortir par une des portes. C'est réalisable. Il n'y a que 1400 d'entre elles toutes en acier renforcé. L'idée de s'évader de Florence AdMax est aussi proche de l'impossibilité que possible. Il vous faudrait rien de moins que des militaires des États-Unis pour entrer ou sortir de cet endroit s'ils ne le voulaient pas. Vu d'en haut, nous distinguons les différents blocs. Il y a les unités de population générale Delta, Echo, Fox et Gulf, où sont logés la plupart des environ 350 détenus de la prison. Il y a ensuite l'unité de logement spécial, section d'habitation unitaire utilisée pour l'isolement, où les détenus peuvent être déplacés temporairement en punition pour mauvais comportement. Mais attendez, ça devient pire, bien pire. Au-delà de la section d'habitation unitaire se trouve l'unité de contrôle, où sont logés les chefs de gang, les coupants de leurs partisans, ainsi que le genre de prisonniers qui ont tendance à inciter à la violence dans les grandes unités. Ici, vous découvrirez certains des gangsters les plus notoires de Chicago et New York. James Little Jimmy Marcello, qui a un casier judiciaire de plusieurs décennies pour extorsion, prêt usuraire et meurtre, est voisin avec Omar Oej. Mac Porty, qui a fondé les Nine Trey Gangsters et la Unique Blood Nation alors qu'il était à Rikers. Mais ils ne sont rien comparés à l'homme principal du quartier, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Il est probablement plus connu sous le nom d'El Chapo. Sous son règne, le cartel a engrangé au moins 3 milliards de dollars par an en revenus. Les experts estiment qu'environ 25% de toutes les drogues illégales qui sont entrées aux États-Unis via le Mexique passent par le réseau d'El Chapo. Il était si dangereux que la ville de Chicago l'a désigné comme ennemi public numéro 1, le premier à porter ce titre depuis Al Capone. Ça doit être le pire du pire là-bas. La sécurité d'El Chapo était maximale, n'est-ce pas? Faux. Au-delà de l'unité de contrôle se trouve l'unité de sécurité spéciale, ou H-Unit. C'est ici que l'Amérique envoie certains de ses terroristes les plus dangereux, des personnes pour qui des règles et régulations spéciales ont été créées en raison de la nature de leurs crimes. Dans ces cellules résident certains des meurtriers, terroristes et tueurs en série les plus notoires de l'histoire américaine. Theodore Kaczynski, le Unabomber, était là jusqu'en 2021. Au-delà de sa cellule, le Shoe Bomber, Richard Reed, purge 3 peines de prison à vie et 110 ans sans libération conditionnelle. Il a tenté de faire tomber un vol transatlantique en 2001 avec un explosif dans sa chaussure. L'ancien agent du Federal Bureau of Investigation devenu espion soviétique, Robert Philip Hansen, purge 15 peines de prison à vie consécutives, juste au coin de la rue. Les conditions de Guantanamo Bay montrent clairement l'aversion pour les terroristes dans le système pénitentiaire américain, sujet pour une autre vidéo. L'unité H doit être le dernier étage de la prison Supermax, l'aile la plus sécurisée pour les prisonniers les plus dangereux. Non, il y a plus. Les gardiens de prison décrivent l'endroit comme une version plus propre de l'enfer. La plus petite unité de tout le complexe, elle n'a que 4 cellules. C'est la portée 13.
Dans toute l'histoire de 30 ans de la prison, nous ne connaissons publiquement que 3 hommes qui y ont été détenus, et c'est ici que nous trouverons un prisonnier si dangereux que l'ensemble de cette installation a été conçu à cause de ses actions. Le prisonnier qui détient le record du 2e plus longtemps passé en isolement aux États-Unis, dans l'histoire carcérale, dépassé seulement par Albert Woodfox, en isolement pendant 43 ans, c'est l'ancien leader de la fraternité aryenne, Thomas Edward Silverstein. Nous vous ferons visiter sa cellule assez tôt, mais d'abord nous devrions plonger dans ce qu'un homme peut éventuellement faire de si odieux qu'il est interdit de tout contact humain pour le reste de sa vie, plusieurs fois. Terrible Tom Silverstein est né le 4 février 1952 à Long Beach, Californie. Sa vie était en tumulte même avant sa naissance. Sa mère, Virginia, était en relation avec Thomas Conway. Adulte, Tommy a affirmé que Thomas Conway était son père biologique, ce qui a probablement conduit Virginia à divorcer de son mari et à se remarier avec Conway avant même la naissance du petit Tommy. Baptisé Thomas Conway, du nom du récent époux de sa mère, le jeune garçon n'a pas eu beaucoup de temps pour s'adapter à sa vie familiale avant qu'elle ne soit de nouveau chamboulée. Pour le 4e anniversaire de Tommy, après l'échec de son mariage, il avait un nouveau père, Sid Silverstein. Silverstein a adopté le garçon comme son propre fils et lui a transmis son nom de famille, mais il était clair dès son jeune âge que Tommy Silverstein n'allait pas mener une vie facile. Virginia était une buveuse, et sa consommation la rendait de plus en plus violente, une réalité que Thomas apprendrait à connaître. Silverstein se souvient d'une des premières fois où il avait mouillé le lit. Sa mère est entrée dans une rage et a attrapé un gobelet en papier dans la cuisine. Elle a exigé qu'il urine dans le gobelet, puis le boive. Elle l'a averti que cela se produirait chaque fois qu'il mouillerait le lit à partir de ce moment. Silverstein était incroyablement timide en grandissant, évitant toujours les autres enfants et ne voulant pas s'engager à l'école. Entendant le nom juif Silverstein, les autres enfants ont commencé à cibler ce garçon perçu comme faible. L'intimidation antisémite a débuté dès son enfance. Tommy est rentré de l'école un jour avec le nez en sang, ce qui était l'œuvre d'un garçon plus âgé nommé Gary. Le jour suivant, Virginia a attendu Gary à la sortie de l'école. Elle a attrapé le garçon et l'a immobilisé à la vue de lui, exigeant que Tommy le frappe au visage de toutes ses forces. Tommy a fait ce qu'on lui a dit. Le lendemain, le père de Gary a essayé de rendre l'appareil en attrapant Tommy sur le chemin du retour à la maison. Mais le garçon s'est échappé et a couru à la maison. Cette nuit, une Virginia ivre a amené Tommy chez Gary et a lancé des briques à travers les fenêtres. La leçon qu'elle s'efforçait de lui inculquer était que la violence était toujours la solution, et que toute forme de vulnérabilité était une faiblesse, et elle ne voulait pas d'un fils faible. C'était à Tommy de faire les pires tâches de la maison. Virginia avait un chihuahua qui déféquait partout, alors elle a décidé que c'était à son fils de nettoyer pour elle. Un jour, au travail, le chien l'a mordu à la main. Cette fois, Tommy était en colère. Il a traîné le chien à l'extérieur et l'a pendu à l'arbre par sa laisse, lynchant l'animal jusqu'à un pouce de sa vie. Réalisant l'horreur de son acte, Tommy l'a libéré et a pris le chien, alors qu'il haletait faiblement au bord de la mort. En regardant le chien, Tommy s'est identifié et a ressenti autre chose. Aussi monstrueux qu'il se sentait pour ce qu'il avait fait, il ne pouvait s'empêcher de savourer le doux goût de la vengeance. Ce chien était plus petit que lui. Pour la première fois de sa vie, il était plus grand et plus dur. En effet, lorsque Tommy a intégré le lycée, les choses ont commencé à évoluer. Il a grandi rapidement, dépassant sa mère en taille. Avant ses 15 ans, Tommy a fui sa chambre au beau milieu de la nuit. Il savait aussi de garder le fusil de chasse, et il s'est approché à pas de loup de l'arme, la regardant à la lumière des lampadaires qui venaient par la fenêtre. Tendant une main tremblante, Tommy a pris le fusil. Surpris par son poids, il s'est glissé aussi doucement que possible, dans la chambre où sa mère et Sid dormaient profondément. Tommy respira profondément et se dirigea vers son lit. En la regardant de sa nouvelle hauteur, il sentit la haine remplir tout son être. Aussi doucement qu'il le pouvait, il leva le fusil et posa le canon parfaitement sous son menton. Ses mains tremblaient, mais son esprit était étonnamment stable. Il a appuyé sur la gâchette. Clic. Le pistolet était vide. Tommy, soufflant tremblant, a écarté l'arme de la tête de sa mère et l'a replacée à son endroit initial. Au petit déjeuner le lendemain, sans mentionner les événements passés, il était là, éprouvant une étrange paix. Il pouvait le faire. Il le savait maintenant. Il avait ce qu'il fallait pour la tuer s'il le voulait. À partir de ce moment, il a riposté. Il ne supporterait plus l'agression de sa mère. Il se battrait avec Sid chaque fois que l'homme essaierait de le discipliner. Bien que portant le nom de Sid, Tommy ne l'a jamais considéré comme son véritable père. Il est toujours resté attaché à Thomas Conway, qui a passé une grande partie de sa vie à entrer et sortir de prison. Tout le monde était pauvre, mais Thomas Conway avait toujours des plans pour essayer de changer cela. À 19 ans,
une série d'événements a radicalement changé la vie de Tommy Silverstein. Thomas Conway était dans le jeu du vol, plus précisément du vol à main armée. Il aimait avoir une équipe avec lui pour frapper fort les lieux ciblés et sortir rapidement. En cherchant de nouvelles recrues, il a intégré Tommy. Le vol a échoué, ils ont été pris et Tommy a été incarcéré à la prison de San Quentin, Californie. 4 ans après, Tommy a été libéré sur parole. Au lieu de changer sa vie, il a repris le travail, commettant d'autres vols avec son père. Cette fois, la sentence était bien plus sévère quand ils se sont fait attraper. Maintenant âgé de 23 ans et récidiviste pour vol à main armée, Tommy a reçu une peine beaucoup plus sévère de 15 ans. Désormais un jeune homme, il ne sortirait de prison qu'après de 40 ans. Que pourrait-il faire une fois dehors? Qui pourrait-il être? Commencer sa vie à 38 ans avec peu d'éducation, un casier judiciaire, un traumatisme d'enfance et l'expérience de vie d'un jeune de 23 ans est en effet un avenir bien sombre. En somme, la vie de Tommy est devenue une prison. Les 4 murs autour de lui sont devenus les limites de son existence, et comme un animal élevé dans un zoo, il s'est adapté à son environnement. Tommy a été incarcéré à Leavenworth, Kansas, marqué par une violente culture de gang raciaux. Tommy a été accepté par la fraternité aryenne. Il n'était plus la cible des moqueries des enfants qui le prenaient pour un juif. Maintenant, c'était lui le tyran. À la fin des années 70 et début 80, l'usage d'héroïne était répandu dans le système carcéral. Tommy était impliqué dans le trafic, un travail qu'il trouvait qu'il faisait plutôt bien. Ce n'était pas la première expérience de ce genre pour Tommy. Quand il avait 14 ans, Tommy avait été envoyé à la réforme de l'autorité de la jeunesse de Californie, un établissement conçu pour réformer les jeunes adolescents et les changer de leur manière avant qu'il ne soit trop tard. La réalité était presque totalement opposée. Tommy a affirmé vers la fin de sa vie que tout ce qu'il a fait n'était que renforcer les leçons apprises dans son enfance. Selon lui, ceux qui n'étaient pas prêts à se battre étaient maltraités. Un jour à Leavenworth, quelqu'un l'a refusé. Danny Atwell, un détenu, a refusé de transporter de l'héroïne pour la fraternité aryenne. Tommy a géré la situation à sa manière. Il aurait prétendument poignardé Danny Atwell à mort. Vous voyez, bien que cette condamnation ait été annulée plus tard en 1985, car il s'est avéré que ceux qui témoignaient contre Silverstein mentaient, cela a suffi pour le faire transférer dans une détention plus sécurisée à United States Penitentiary, Marion, Illinois, avec une peine de prison à perpétuité ajoutée à son temps derrière les barreaux. Dès son arrivée, il a été mis en isolement dans l'unité de contrôle, étant considéré comme une présence perturbatrice et dangereuse. Marion avait une lumière au plafond de sa cellule, qui restait constamment allumée afin que les caméras de sécurité pointées sur lui ne manquent rien. Il peinait à dormir et affirmait que les gardiens de prison étaient hostiles et cruels envers lui. En 1981, Silverstein était à nouveau jugé. Cette fois, pour le meurtre de Robert Chappell, membre du gang des Noirs, District de Columbia. Tout comme son premier procès, celui-ci était basé sur des témoignages que Silverstein a vigoureusement niés toute sa vie. Ce meurtre avait provoqué un véritable émoi dans toute la prison, qui n'a fait qu'empirer lorsque l'un des leaders du gang des Noirs du district de Columbia a été transféré d'une autre prison et placé à seulement quelques portes de Silverstein. Alors que le procès traînait toujours, Raymond Lee Cadillac Smith est arrivé à l'United States Penitentiary Marion et a immédiatement menacé de tuer Tommy Silverstein dès qu'il en aurait l'occasion. Silverstein a nié sa culpabilité, mais en vain. Les gardiens de prison ont fait peu pour séparer les deux hommes. Silverstein pensait même qu'ils mettaient délibérément les hommes ensemble tout le temps dans l'espoir qu'ils se tueraient mutuellement. Et effectivement, cela s'est produit. Silverstein et son ami Clayton Fontaine ont poignardé Cadillac 67 fois. Ils ont ensuite défilé avec son corps le long des allées à l'extérieur des cellules, montrant à tout le monde en prison exactement ce qu'ils avaient fait et pourquoi il ne fallait pas les provoquer. Tu es soit bourreau, soit victime. Silverstein avait décidé de ce qu'il serait. Une autre peine à perpétuité a été ajoutée à son temps, confirmant que Tommy Silverstein ne serait jamais un homme libre à nouveau. Alors, il s'est habitué à la vie à l'intérieur. Un passe-temps qu'il a adopté était la peinture, mais il ne savait pas que cela allait être le début des pires années de sa vie. Les prisons des États-Unis ont une règle selon laquelle toute œuvre d'art créée par des prisonniers qui dépeint un meurtre doit être confisquée et détruite. Plusieurs peintures de Tommy ont été retirées pour des raisons inconnues, sous la responsabilité de l'officier Merle Klutz. Non seulement Tommy détestait cet homme pour lui avoir pris ses œuvres d'art, mais il prétendait que l'homme le harcelait et le maltraitait sans que personne n'intervienne pour y mettre fin. Donc il a décidé d'agir. Un jour, marchant derrière un maladroit, Tommy a fait passer en douce par un autre prisonnier une clé faite maison pour ses menottes et une lame. Il a sauté sur le maladroit et l'a poignardé à mort avant que les autres officiers ne puissent l'éloigner. Des heures après, son ami Clayton Fontaine a fait pareil à un autre officier. La prison a été immédiatement alertée.
cela risquait de vite devenir incontrôlable. Les agressions au couteau en prison étaient fréquentes et souvent vues comme des pertes acceptables entre détenus. C'était simplement l'ordre naturel des choses, mais lorsque les prisonniers commençaient à poignarder les gardiens, cela pouvait déclencher une émeute qui menacerait la sécurité de l'ensemble de l'établissement. Si les prisonniers commençaient soudainement à voir leurs gardiens comme vulnérables, capables d'être tués, qu'est-ce qui les empêcherait de le faire à chaque occasion? Le système carcéral devait envoyer un message. Faire un exemple de Tommy Silverstein, le confinement de l'United States Penitentiary, Marion était indéfini, durant au total 23 ans. Silverstein a été envoyé à Atlanta, où il a été placé en isolement, avec des instructions strictes qu'il ne devait avoir aucun contact humain. Mais en arrière-plan, des éléments majeurs commençaient à s'organiser. Le bureau des prisons a commencé à travailler sérieusement sur un nouveau projet, une nouvelle prison Supermax à Florence, Colorado. C'était la dissuasion ultime. Silverstein était seul dans sa cellule 23 heures par jour, pendant près de 4 ans, puis soudainement, sa porte s'est ouverte. C'est 1987. Des prisonniers cubains ont initié une révolte et pris le pouvoir de la prison, dans ce qui est désormais appelé les émeutes de la prison d'Atlanta. Les Cubains ont libéré Silverstein, lui permettant de circuler librement dans l'établissement, où il a découvert les gardiens retenus en otage. Silverstein s'est agenouillé et a commencé à parler à l'un d'eux. Connaissant l'histoire de Silverstein, les Cubains étaient nerveux. Ces otages étaient un moyen de négociation. Si les gardes étaient tués, ils n'auraient plus rien pour les protéger de l'assaut militaire sur l'installation et mettre fin à l'émeute de manière douloureuse. Heureusement, le garde à qui Silverstein s'adressait était son favori. L'homme avait toujours pris soin de demander à Silverstein si ses menottes étaient trop serrées et de les desserrer si c'était le cas. Essuyant la sueur de leur front, les Cubains ont libéré Silverstein, l'envoyant à l'équipe de négociation d'otages à l'extérieur, avant qu'il ne puisse faire de dégâts. Il a été renvoyé à Leavenworth pour 18 autres années, jusqu'à ce que le niveau de sécurité de la prison soit abaissé. Heureusement, une nouvelle installation était désormais en service. C'était l'une des prisons les plus sécurisées de toute l'histoire humaine, avec une cellule spécialement conçue pour la punition et la dissuasion, Administrative Maximum Florence, plus précisément une cellule dans la gamme 13. À ce stade, Tommy Silverstein avait déjà passé 22 ans en isolement, mais à Florence, les choses allaient devenir beaucoup plus pires. Bienvenue dans la cellule de Tommy Silverstein dans la gamme 13. Chaque centimètre de cette cellule a été spécifiquement conçu pour faire le strict minimum possible pour soutenir la vie humaine et pour supprimer tout dernier vestige de connexion avec le monde extérieur. La cellule mesure juste 3,5 mètres sur 2 mètres, soit 12 pieds sur 7 pieds. La pièce avec le mur courbé a une surface totale de 80 pieds carrés. C'est la limite légale minimale pour une cuisine à New York. Le lit est fait de béton. Il y a un tabouret au pied du lit, également fait de béton. La cuvette des toilettes elle-même est intégrée au mur, également en béton. Il y a une douche ouverte dans le coin de la pièce, si proche du lit que toute douche mouillera inévitablement la literie. L'eau est activée par une pression sur un bouton minuté. Sur le mur à la tête du lit se trouve une fenêtre. La fenêtre ne fait que 4 pouces de large avec un verre renforcé incroyablement épais. En fait, c'est plutôt une fente pour laisser entrer la lumière. Tommy Silverstein devait y passer 23 heures par jour, recevant de la nourriture par une fente dans la porte. Les directives du précédent centre de détention ont été reprises. 0 contact humain. Durant une autre heure, il était conduit à la soi-disant piscine vide. Cette pièce avait plus d'espace que sa cellule, mais avec moins d'intérieur. C'était une simple pièce vide avec une lucarne de 4 par 4 pouces dans le plafond comme seule caractéristique rappelant le monde extérieur. Si Tommy était sage, il recevrait des livres et peut-être une petite télévision noir et blanc. Il était autorisé à 2 appels mensuels. À part ça, il était livré à lui-même. Il reste cependant une grande question sans réponse dans tout cela. Pourquoi lui? L'Administrative Maximum Florence héberge des prisonniers comme El Chapo et le Unabomber, des chefs de gang et des terroristes. Tommy Silverstein a été emprisonné pour vol à main armée et a commis jusqu'à 3 meurtres. Ce sont évidemment des crimes horribles, mais ils pâlissent en comparaison à la gestion d'un empire de la drogue plus grand que le produit intérieur brut de dizaines de pays. En réalité, Tommy Silverstein voulait transmettre un message. Un gardien de prison anonyme parlant à l'auteur Pete Hurley l'a expliqué crûment. Quand un détenu tue un gardien, il doit être puni. Nous ne pouvons pas exécuter Silverstein, nous devons donc rendre sa vie infernale. Sinon d'autres détenus tueront aussi des gardiens. Il faut une punition suprême. Chaque détenu sait ce que Silverstein endure. Nous voulons qu'ils réalisent que s'ils franchissent la même ligne que lui, ils paieront un lourd tribut. Le cas de Silverstein est controversé. La punition par rapport au crime est extrême. Au cours de sa vie, Tommy Silverstein a passé un total de 36 ans dans ces conditions, surpassant les peines de personnes qui ont commis des crimes bien pires, avec des preuves plus solides et montrant moins de remords.
En tant qu'humains, nous avons tendance à soutenir que la vie de chacun est également valable, mais il est clair que l'identité de la victime de Silverstein est la raison de sa punition. S'il avait tué un autre prisonnier, personne n'aurait levé un sourcil. Néanmoins, étant gardien, il est désormais tristement célèbre et fait face à de nombreuses plaintes sur les droits de l'homme. Le système carcéral, à tort ou à raison, a pris des mesures extrêmes contre un individu pour en faire un symbole pour les autres prisonniers de ce qui se passe lorsqu'il dépasse les limites. Tout comme toute l'enfance de Silverstein, cela revient encore une fois à qui est le plus grand et le plus fort. Vous êtes soit le tyran, soit la victime. Ici, le système carcéral a opté pour le rôle du tyran. Ils l'ont fait à maintes reprises dans ces établissements où les gardiens abusent de leur pouvoir pour maintenir les prisonniers en ligne. Tommy Silverstein a prétendu s'être réformé à la fin de sa vie. Il parlait ouvertement au téléphone de la façon dont l'autoréflexion, la méditation et le bouddhisme lui avaient montré les dégâts qu'il avait causés et les erreurs de sa vie précédente. Une fondation a été créée par sa famille pour militer en faveur de la réforme afin d'empêcher que ce qui lui est arrivé n'arrive à d'autres. Cela pose la question de ce qu'est la prison en premier lieu. Est-ce pour réformer les condamnés, les éduquer et leur montrer le bien du mal? Pour qu'ils soient libérés comme membres productifs de la société? Ou est-ce cela pour les punir, pour rendre justice pour les crimes qu'ils ont commis et agir comme un moyen de dissuasion pour effrayer les autres de faire la même chose? La prison est-elle pour les personnes qui y sont enfermées, ou est-elle pour ceux à l'extérieur, pour aider la population générale à se sentir en sécurité la nuit et à effrayer les criminels? Tommy Silverstein avait ses propres opinions sur le risque d'être attrapé. Même si nous n'exécutons pas les gens en masse comme ils le font dans d'autres pays, nos dirigeants gouvernementaux enterrent vivants des gens pour la vie dans des tombes de ciment. Il est en fait plus humain d'exécuter quelqu'un que de le torturer année après année après année. Il est ardu de comprendre le type de traumatisme, maladie mentale et rage qui pourraient inciter à commettre les crimes pour lesquels ces détenus sont coupables. Pour beaucoup d'entre eux, leurs crimes sont comme des flammes qui jaillissent des fenêtres d'un immeuble en flammes, alors que le véritable enfer fait rage à l'intérieur. Leurs actions sont les déchaînements d'un esprit sombre déformé au-delà de la reconnaissance. Chacun d'entre nous trouverait insupportable d'être laissé seul avec nos pensées pendant plus de quelques jours. Imaginez ce que cela ferait de se retrouver seul dans cette boîte de béton, avec seulement ce genre d'esprit pour compagnie, année après année, décennie après décennie. La mort serait-elle moins cruelle? Quand un monstre se transforme-t-il en victime? Et à quel moment les hommes qui le punissent deviennent-ils eux-mêmes des monstres? Maintenant, découvrez l'homme si violent, même les autres prisonniers le craignent, et d'autres histoires de prison insensées. Ou regardez plutôt ceci.